Même si l'on retrouve quelques traces de perfectionnement des compagnons au Moyen-Âge, c'est surtout à partir de la Révolution que les choses s'affirment, notamment en 1792 lorsque Condorcet, philosophe, mathématicien et homme politique, propose son plan de réforme du système éducatif. Grand idéologue, il souhaite une égalité de l'accès au savoir pour tous et défend un projet d'école laïque avec un enseignement non plus par l'Église, mais par des hommes de lumière. Il propose aussi un système de formation des enseignants. Ce projet n'aboutira que près d'un siècle plus tard, jugé encore trop élitiste et pas prioritaire en cette période de guerre. Il posera néanmoins les bases de la formation qui passe entre les mains de l'État. Quelques années plus tard, nous passons de l'autre côté de la Manche, où un professeur britannique, Isaac Pitman, inventeur de la méthode actuelle de sténographie, profitera de l'invention du timbre pour diffuser à travers tout le pays ses cours. En effet, avant 1840, le port était payé par le destinataire jugeant souvent celui-ci trop cher pour le régler. Avec le timbre, le port est prépayé, ce qui révolutionne et démocratise complètement les échanges par voie postale. N'est-ce pas ce que l'on pourrait appeler la première dématérialisation de la formation? Mais revenons en France. Plus d'un siècle après, souvenez-vous, la France sort de 68. La crise, la peur, la révolte. La majorité des Français n'a même pas le bac, mais tous aspirent à une ascension sociale, à une reconnaissance et veulent croire en une possible reconversion. Jacques Delors va alors proposer une véritable réponse à la lutte des classes. La loi de juillet 1971. C'est une première. L'État va imposer aux entreprises de consacrer un pourcentage de leur masse salariale à la formation professionnelle de leurs salariés. Ils peuvent ainsi suivre une formation financée par leur employeur. C'est la première fois que le salarié est mis au cœur de la formation professionnelle et est alors créé le congé individuel de formation. Puis, à nouveau, la France connaît une période difficile de récession. Le chômage atteint la barre historique des 10%. Les Français tremblent et l'État propose une réponse en 1993. Une nouvelle loi est alors votée qui va établir le principe de capital temps de formation. Le salarié peut donc désormais être formé sur son temps de travail. Fin des années 90, l'arrivée d'Internet chamboule tout le paysage économique. Le e-learning est vu comme une superproduction. Les investissements se justifient d'autant qu'on imagine en substitution totale du présentiel. Cette croyance alimente alors le mirage de l'Eldorado financier. Toutefois, en 2001, l'explosion de la bulle Internet fait s'écrouler le système. Les fonds d'investissement se retirent et les sociétés spécialisées alors en e-learning font faillite. Suite à cette bérésina, dès 2002, le marché voit apparaître de nouveaux acteurs, non plus issus du web cette fois, mais de la formation. Ils remettent alors en cause deux postulats. Ce qui est beau et qui bouge n'est pas forcément bon sur le plan pédagogique. Et le e-learning n'est pas une substitution du présentiel, mais une modalité différente, un complément. Les vrais modules de e-learning apparaissent alors. 2 ans plus tard, le droit individuel de formation est créé. Il permet ainsi aux salariés de se créer un capital formation de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans. Le contrat de professionnalisation remplace aussi le contrat d'alternance, autorisant ainsi l'accès aux plus de 25 ans à une véritable formation professionnelle. À la fin des années 2000, le gouvernement se rend bien compte que l'économie numérique représente un quart de la croissance de l'économie française. 700 000 emplois ont été créés en 15 ans. C'est un secteur porteur sur lequel l'État souhaite capitaliser. En 2008, un premier plan France numérique est présenté avec 154 mesures ayant pour objectif de permettre à tous les Français d'accéder au réseau et aux services numériques, de développer la production de l'offre et des contenus numériques, de diversifier les usages et les services numériques et de rénover la gouvernance et l'écosystème de l'économie numérique. Ces mesures impactent de fait la formation, puisque l'accès aux nouvelles technologies implique forcément de former ces personnes.
Après un premier bilan jugé positif, puisque 95% des 154 mesures ont été réalisées ou sont en cours de l'être, le gouvernement a décidé de définir de nouveaux objectifs en confirmant le renforcement de l'usage du numérique et le développement de l'économie numérique.